Mesdames, Messieurs, nous sommes le dimanche 14 octobre 2018. Merci de nous rejoindre des 12 de Pyramide FM. Ce dimanche midi, le temps est beau par endroits. Des gouttes d'eau sont aussi tombées par endroits. C'est au lendemain de la série de pluies que Lomé et plusieurs localités du sud du Togo ont enregistré ces derniers temps. Des paysans et de nombreux travailleurs de la terre ont probablement profité de l'embellie. La petite saison des pluies n'est-elle pas porteuse du coup de bonne récolte à la fin de l'année? La fin de l'année 2018 est dans toutes les têtes au Togo, Noël et Nouvel An, mais aussi des bilans avant de sauter vers les inconnus de la prochaine année. Une date cristallise cependant les attentions. Le 20 décembre, ce jeudi-là, des millions de Togolais devraient se rendre dans les centres de vote pour élire leurs représentants. 91 sièges à pourvoir. UNI détient pour l'heure les clés de la majorité des circonscriptions. En attendant la bataille des urnes, plusieurs questions restent en suspens. Les législatives de décembre sont-elles, elles aussi, comme la nouvelle saison, porteuses de bonnes nouvelles? C'est Aristote qui disait qu'en toute chose, c'est la fin qui est essentielle, mais cette fin n'est-elle pas conditionnée? Cette semaine encore, le processus politique au Togo s'est offert de nouveaux développements. La clôture du recensement électoral dans la zone 1, suivie de la satisfaction du président de la CENI, les réserves de la coalition des 14 et sur les activités de la commission, les membres en poste et le découpage électoral. Ni session de rattrapage, ni rétroactivité, ni mot de scrutin, assure le porte-parole du gouvernement. Dans la foulée, le Conseil des ministres annonce la création de nouveaux cantons au Togo, planche sur la cybercriminalité et la cybersécurité. Fogna Singbe, qui a présidé ce conseil, a suivi la veille les décisions issues à Erevan. En Arménie, les francophones ont choisi une Rwandaise comme nouvelle secrétaire générale. Le choix fait débat. Le Rwanda a récemment mis un peu de côté le français dans ses écoles et adhéré au Commonwealth. Comment comprendre l'Organisation internationale de la francophonie? Existerait-il en réalité une logique dans les relations internationales puisque même le Canada a retiré son soutien à la Canadienne Michaëlle Jean? Du soutien, c'est ce dont les éperviers du Togo ont le plus besoin à 48 heures de leur nouvelle opposition à la Gambie. Vendredi, les footballeurs togolais ont failli se noyer dans les eaux qui ont subitement monté au stade municipal de Lomé. Aux côtés du score et toutes les conséquences qu'il engendre désormais, les Togolais sont aussi confrontés à la question des infrastructures sportives. Où trouver de bons stades au Togo? Voilà la question. Notre invité est Éric Dupuis, il est de l'Alliance nationale de changement. Il est le conseiller de Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et 70 43 09 70. C'est Venceslas Bogakudoyo qui est le technicien du jour. Cher invité, bonjour. Bonjour monsieur Atiobé, bonjour madame, bonjour monsieur les auditeurs de Radio Pyramide. Comment allez-vous? Moi je vais très bien, comme le temps tout à l'heure vous parliez de la pluie. De chez moi jusqu'à ici, j'ai trouvé un beau soleil, un soleil qui à mon avis était encore trop brûlant. Mais bon, c'est les intempéries et que si réellement la pluie vient, je ne pourrais que m'en féliciter parce que je suis un amoureux des plantes. J'aime beaucoup les belles fleurs. Donc la pluie est une manne pour ceux qui aiment le jardinage et l'agriculture. Nous allons parler en début d'émission de cette plainte à la justice de Jean-Pierre Fabre contre le journaliste Fimet Kouagbo. Pourquoi avoir porté plainte contre un journaliste? Si vous me posez la question comme cela, je vous répondrai, est-ce qu'un journaliste est au-dessus de la loi? Un journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Effectivement, un journaliste fait un travail difficile. Il est là pour restituer les faits, les situer dans le temps, en toute honnêteté. C'est ça le rôle d'un journaliste. Véhiculer l'information, mais de manière sincère, après l'avoir vérifiée. Mais quand un journaliste ou quelqu'un qui se fait appeler journaliste, qui systématiquement véhicule des fausses informations sur une personne, passe son temps à insulter la personne, à un moment donné, nous sommes tous des humains, on en a ras-le-bol et on dit, il faut que la justice passe. Parce que dans un état de droit, la justice est au-dessus de tout le monde.
y compris les journalistes. Vous voyez par exemple une démocratie comme la française, mais régulièrement les journalistes sont traînés en justice. Vous avez des grands journalistes de renom international, mais quand ils font une faute, ils sont sanctionnés par la justice. Ce n'est pas parce qu'au Togo il y a l'impunité qu'on doit accepter que les hommes politiques soient systématiquement traînés dans la boue. Monsieur Atioubé, vous êtes un homme, vous êtes marié, vous avez des enfants. Si demain, quelqu'un véhicule de fausses informations sur votre épouse ou sur vos enfants, je ne sais pas si vous l'accepteriez. Mais quand vous dites que si quelqu'un se fait appeler journaliste, est-ce que là vous n'allez pas trop loin? Puisque non, mais parce Togo, que la définition du journaliste est quand même claire. J'estime qu'un journaliste qui fait son travail ne peut pas s'amuser à aller sur la radio en disant je peux apporter la preuve de telle chose. Et quand on vous traduit en justice en disant pour apporter la preuve, qu'on crie au scandale. Ce n'est pas sérieux. Si vous voulez assumer vos responsabilités jusqu'au bout, c'est votre droit en tant qu'homme, en tant que citoyen togolais, de l'assumer jusqu'au bout. Vous dites que vous avez les éléments pour confondre M. Jean-Pierre Fabre. M. Jean-Pierre Fabre vous dit, venez me confondre devant la justice. Je ne vois pas pourquoi on me pose la question à savoir pourquoi on traîne un journaliste en justice. C'est un Togolais comme tout le monde. Est-ce que quelque part ce n'est pas gênant pour vous, puisque Jean-Pierre Fabre... Attendez, Jean-Pierre Fabre, vous-même et les forces démocratiques incarnent quand même une certaine liberté, une certaine façon de voir le monde. Quand vous portez plainte contre justement ceux qui incarnent ou qui symbolisent non, monsieur Atioubé, cette liberté-là, est-ce que ça ne vous gêne pas? Non, pas du tout, monsieur Atioubé, parce que la démocratie pour laquelle je me bats, c'est aussi ça, que la justice soit ce qu'elle doit être dans un pays, c'est-à-dire que quand quelqu'un commet une faute, qu'on lui tire les oreilles. Quand quelqu'un viole la loi, qu'on le dise. Ça aussi, c'est la démocratie, c'est la liberté. La liberté commence là où s'arrête celle des autres. Vous ne pouvez pas dire que votre liberté vous permet de dire n'importe quoi, de salir n'importe qui. Non, votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre concitoyen. Donc il faut le comprendre. Dans la mesure où vous l'avez compris, ce monsieur, connaissant sa liberté, doit savoir que je ne peux pas aller jusqu'à affirmer des choses dont je n'ai pas les preuves. On ne sait pas, puisqu'on reviendra quand même sur le fond de ce dossier dans un instant, mais vous n'avez pas porté plainte. En fait, quand je dis vous êtes conseiller de Jean-Pierre Fabre, c'est pourquoi je vous pose la question de cette façon-là. Vous n'avez pas porté plainte à l'OTM, l'Observatoire togolais des médias, vous n'avez pas porté plainte à la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, pour que cette affaire se règle entre institutions régulant le monde de la presse au Togo, mais vous portez plainte à la justice. Quel sens donnez-vous alors à la démarche? Non, c'est tout simplement parce que quand on en a marre, quand on en a assez des attaques personnelles, des insultes, tout ça, il faut qu'à un moment donné, les populations soient fixées sur la réalité des choses. Nous sommes des gens transparents, nous sommes des gens honnêtes. Au bout d'un moment, vous savez, tout ce que les gens ont écrit sur moi, il y en a même qui ont écrit que ma mère était la bonne de mon père. Ce qui est totalement faux. Si j'avais en ce moment-là saisi la justice, cette personne aurait été punie, puisque j'ai le certificat de mariage de mes parents. Mes parents se sont mariés ici au Togo en 1946. Et le témoin de mariage de mes parents, c'est Sylvain Solimpio. Et dire des choses comme ça, mais les mensonges sur Jean-Pierre Fabre, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Et cette personne-là, nommément, en a raconté des tonnes. Et pourquoi? Alors la question que vous devriez me poser, au lieu de me citer d'autres exemples, c'est pourquoi M. Fabre est accepté autant d'insultes, autant d'ignominies, et qu'aujourd'hui, ils disent non. C'est tout simplement parce que là, ça va loin. On met en cause sa fille. On met en cause le travail de sa fille. Mais à partir de ce moment-là, on dit non. On a mis en cause ici la mère de Jean-Pierre Fabre. On a dit qu'elle a été la maîtresse d'Eyadema. Cette dame que je connais bien, à 94 ans, peu de temps avant sa mort, me disait, Eric, je suis fatigué de tout ça. Et elle me dit, tu es mon petit-fils, tu es mon fils. Je peux te jurer sur la tombe de ta mère
que je n'ai connu un seul homme dans ma vie, c'est Henri Fabre. Qu'une dame à 94 ans soit amenée à dire ça à un jeune homme comme moi, mais c'est révoltant. Et les gens, ils continuent, parce que au Togo, c'est l'impunité qui prévaut. Il faut que cela s'arrête un jour. Est-ce que pour vous, c'est de la calomnie? C'est de la calomnie, comment vous voulez le qualifier? Dire que M. Jean-Pierre Fabre ait téléphoné à M. Fogna Sibé pour demander des faveurs au profit de sa fille, mais c'est une ignominie. Justement, sur le fond de ce sujet, comment déceler le vrai du faux? C'est ce que demande Jean-Pierre Fabre. Il dit, moi je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Maintenant, venez prouver que je l'ai fait. Parce que c'est celui qui avance les accusations qui doit en apporter la preuve. C'est celui qui apporte les accusations qui doit en apporter la preuve. Ce monsieur-là a dit qu'il a les éléments pour confondre M. Fabre, mais qu'il vienne confondre M. Fabre. Pourquoi on nous dit de passer devant la Hague ou devant l'OTM? Le président de l'OTM m'a appelé, je lui ai dit exactement la même chose, qu'il faut que l'impunité ne soit plus la règle au Togo. Quand vous parlez de l'impunité, à une certaine époque, vous semblez également mettre en doute la crédibilité ou la qualité même de la justice au Togo. Là, vous portez plainte devant cette justice. Est-ce que vous attendez à ce que la justice soit rendue? Vous savez, cette même justice, Jean-Pierre Fabre ici a été bastonné par un officier de la gendarmerie. On a porté plainte, ça n'a jamais eu de suite. Mais, vous savez, l'histoire est là. On va prendre date. On verra bien ce que la justice dira dans cette affaire-là. Et demain, vous, journalistes, demain, vous, historiens, vous allez dire, voilà comment a fonctionné notre justice jusqu'à présent. Ça aussi, ça fait partie du travail que nous faisons. Nous faisons un travail pour la transparence. Nous faisons un travail pour l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire que tout un chacun, nous sommes tous égaux devant la loi. La loi nous frappe au même titre. Il n'y a pas une loi pour ceux qui sont au pouvoir, le RPT Unir et ses amis, et une autre loi pour le reste du peuple togolais. Oui, tout à l'heure, nous en reparlerons, parce que c'est le principe. Quand on écoutait M. Boukpessi la dernière fois dire que M. Romao ne pouvait pas démissionner, ne peut pas quitter l'Assemblée, la CENI, parce qu'il a prêté serment, nous parlerons de ce sujet. Nous en parlerons. Laissez-moi terminer quand même pour que vos éditeurs puissent me suivre dans mon raisonnement. En 2015, quand on a renvoyé nos représentants à la CENI, qu'avait dit M. Boukpessi, qu'avait dit le président de l'Assemblée nationale, qu'avait dit le président de la Cour constitutionnelle. Donc, M. Boukpessi confirme ce que je disais tout à l'heure. Au Togo, il y a deux lois à chaque fois, une loi pour ceux qui sont proches du pouvoir et une loi pour ceux qui sont dans l'opposition et le bas peuple. Pour vous, certains veulent à votre président. Ce n'est pas pour moi, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais pour quelle fin? Vous savez, ceux qui réussissent entraînent toujours des jaloux derrière eux. C'est la vie. Oui, mais ils réussissent quoi? Jean-Pierre Fabre, par exemple, qu'est-ce qu'il réussit? Jean-Pierre Fabre est une réussite en politique. Quelqu'un qui se bat depuis tant d'années avec autant de hargne, avec autant de sens des responsabilités. Aujourd'hui, qui fait trembler le régime, c'est M. Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre n'a jamais trahi ses populations. Jean-Pierre Fabre est resté droit dans ses bottes. Et puis Jean-Pierre Fabre a le mérite, en 8 ans, créer un parti et en faire le premier au Togo. Je pense que... Est-ce que l'objectif, sincèrement, c'est juste de faire trembler le régime? Mais l'objectif, c'est de prendre le pouvoir. Et je suis sûr que M. Fabre sera président de la République dans ce pays très prochainement. Mais quand vous parlez de réussite... Le jour où il y aura... Quand vous parlez de réussite, ça m'a fait sourire un peu. Mais vous savez qu'en 2015, si la CENI n'avait pas renvoyé nos représentants et que la CENI avait proclamer les réels résultats sortis des urnes, aujourd'hui le président de la République s'appellerait Jean-Pierre Fabre et non M. Fogna Sibé. Soyons sérieux. Vous venez de dire que Jean-Pierre Fabre c'est une réussite, mais c'est un... À mes yeux, c'est une réussite. Mais c'est de carrément un échec. Pardon? D'un échec. Mais qu'est-ce que vous appelez un échec? Qu'est-ce que vous appelez un échec? Expliquez-moi ce que vous appelez un échec, je ne comprends pas. En politique, vous savez très bien que la finalité, c'est pour quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre, c'est d'accéder au pouvoir. Est-ce que vous avez l'impression... Monsieur Atioubé, si les élections avaient été transparentes en 2010, M.
Monsieur Jean-Pierre Fabre aurait été déjà président de la République. Si les résultats de 2015 avaient été proclamés de manière honnête, aujourd'hui, c'est M. Jean-Pierre Fabre qui serait président de la République. Donc, je dis et j'affirme que c'est une réussite. Quelle est la place de l'honnêteté justement en politique au Togo? Moi, je suis un homme intégralement honnête. Ce que je vous dis, je le pense et je l'assume. Je ne suis pas à la radio pour mentir ou alors pour inventer quoi que ce soit. Je vous dis ma propre conviction. Si je dois mentir pour faire de la politique, je préférerais rester chez moi tranquille. Parce que je me respecte, je respecte ma femme, je respecte mes enfants et je respecte tout le peuple togolais qui suit l'ANC et qui suit aujourd'hui la C14. Je respecte énormément les gens et je ne peux pas venir ici raconter du n'importe quoi juste pour amuser une certaine galerie. Justement, en racontant n'importe quoi, très souvent, quand vous étiez à l'Union des forces de changement, et puis aujourd'hui à l'ANC, on vous tasse de populiste. Raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que le populisme? Oui, justement, je voudrais qu'éventuellement, si vous avez une réponse à ce qui qualifie vos prises de position ou votre politique de populiste. Mais je ne sais pas ce que vous appelez du populisme. Dire que les choses vont mal, est-ce que c'est du populisme? Quand M. Fogna Sibé a déclaré qu'il y a une minorité qui accapare les richesses de ce pays, est-ce que c'est du populisme? C'est une réalité, il a dit la vérité. Là, pour une fois, je suis d'accord avec M. Fogna Sibé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous, par exemple, au niveau de l'ANC, est-ce que vous ne parlez pas pour juste plaire à une certaine frange de notre population? Pourquoi plaire à une frange de notre population? Nous, on dit clairement pourquoi il faut que ça change. Et quand je dis que l'alternance politique est une nécessité dans notre pays, qui peut me dire le contraire? Même Fogna Sibé dit qu'il faut l'alternance. Mais pour lui, c'est l'alternance dans la continuité. Nous, on dit l'alternance, c'est-à-dire une alternance politique. Que demain, M. Athiobé puisse être candidat et espérer être président de la République. Il en a la capacité, il en a le droit. Est-ce que c'est pour plaire à M. Athiobé? Non, c'est une réalité. Et je veux la même chose pour tous les Togolais, qu'ils s'appellent Tchao, qui s'appellent Alassani, qui s'appellent Kodjo, qui s'appellent Komlan. Ce pays appartient à nous tous et nous avons le droit d'avoir l'ambition de diriger ce pays. Ce n'est pas réservé à une minorité qui accapare les richesses de ce pays depuis plus de 55 ans. Est-ce que ça, c'est pour plaire à une frange de la population? Quand je dis que dans certaines régions du Togo, les gens n'ont pas le minimum vital, l'eau potable, est-ce que c'est du populisme? Quand je dis que les écoles sont délabrées, est-ce que c'est du populisme? Et quand je dis que les routes sont totalement défoncées et que les centres de soins n'existent pas au Togo, que l'hôpital Sylvanus Olympio n'est pas un hôpital digne de ce nom, est-ce que c'est du populisme? C'est une réalité. Quand je dis que les Togolais, grand nombre de Togolais n'ont pas 2 repas par jour, est-ce que c'est du populisme? Si je dis que des élèves qui vont, les jeunes qui vont à l'école, n'ont pas d'avenir demain pour trouver du travail, ce n'est pas du populisme. C'est un certain nombre de constats que vous êtes en train de faire. Tout ce que je dis, c'est que il faut que des hommes nouveaux viennent à la tête de ce pays, d'autres Togolais, pour essayer du moins de faire ce que ce régime n'a pas pu faire en plus de 55 ans. Mais justement, c'est à ce niveau-là qu'on vous tasse de populisme, puisque par exemple, on écoute très souvent venant de vos rangs que bientôt le chef de l'État qui est là va céder le pouvoir, que bientôt... Non, moi je n'ai pas dit qu'il va céder le pouvoir. Je dis il faut que ça change, il faut qu'il s'en aille. Battons-nous pour qu'il s'en aille. Je n'ai pas dit qu'il va céder le pouvoir. Pourquoi il va céder le pouvoir? Oui, puisque c'est juteux pour lui, il est là, il est heureux. Céder le pouvoir dans le sens où, par exemple, vous viendrez au pouvoir. Bien sûr, moi je l'espère. Très bien. Je me bats pour ça. Si les élections sont transparentes en 2020, il y aura un nouveau président. Je le souhaite vivement pour mon pays. On vous tasse de populistes, vous avez dit non. On vous tasse également de radicaux. Est-ce que, par exemple, vous comprenez ceux qui pensent que vous êtes des radicaux, notamment à l'Alliance nationale pour le changement? Mais qu'est-ce que vous appelez radicaux? Je ne sais pas, il y a des radicaux libres aussi. Hein. Qu'est-ce que vous appelez radicaux? Être contre quelque chose en disant que ce n'est pas bien, c'est du radicalisme? Si c'est ça, je suis d'accord. Dire que ça ne va pas, je dis, il y a des fraudes. Le Togo ne fonctionne pas. Vous savez, regardez autour du Togo, dans la sous-région
l'Afrique de l'Ouest, il y a eu alternance politique partout. Il y a eu alternance politique partout. Au Togo, il n'y a pas d'alternance politique. Vous savez comment... Depuis 1963, il n'y a pas eu d'alternance politique depuis 1963. Vous connaissez la réponse que vos adversaires donnent tout le temps à cette question? Qui? Vos adversaires, notamment ceux qui sont... Moi, vous savez... Ils disent que l'alternance ne se décrète pas. Alors, celui qui dit ça se cache derrière son petit doigt. Si l'alternance ne se décrète pas, on fait tout pour que l'outil qui doit permettre l'alternance, c'est-à-dire les consultations électorales, soit transparente et équitable. Mais à partir du moment où on se comporte comme des gangsters, en fraudant, en organisant des fraudes systématiques, en attaquant même les populations dans les bureaux de vote, je parle des forces armées, on l'a connu en 2005, on a connu cela en plusieurs années, où on a vu les forces de l'ordre courir avec les urnes. C'est ça qu'on appelle la transparence dans les consultations électorales. Dans une démocratie, c'est vrai que l'alternance politique ne peut venir que à travers des élections libres, démocratiques et équitables. Cela n'a jamais existé au Togo. Ce sont toujours des coups de force de l'armée et du régime RPT uni. Alors, de quoi nous parle-t-on? De quoi nous parle-t-on? Nous, si nous arrivons au pouvoir demain, je peux rassurer M. Bahara et ses amis, parce que c'est de lui que vous voulez parler, que nous ferons en sorte que les élections soient réellement transparentes. Et si, au bout de 5 ans, les Togolais estiment que nous n'avons pas tenu nos paroles, nous n'avons pas fait le travail, mais ils changeront de président, ils changeront de député, ils changeront de maire à la tête des villes. Et voilà, c'est comme ça qu'on doit s'exprimer, c'est comme ça. Quand j'entends certains dire, ah, Bahara toujours, oui... vous l'écoutez souvent? Ou bien vous aimez l'écouter? Non, vous savez, moi, ceux qui me disent, ce sont quand même des ministres de la République. Monsieur Bahara est en quelque sorte le porte-parole du gouvernement. Au moins, en l'écoutant, on voit à peu près leur état d'esprit. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un en disant que vous ne voulez pas l'écouter. Ce serait absurde et irresponsable de ma part. La dernière fois, il disait qu'au sein de la C14, il n'y a personne qui puisse diriger ce pays. Alors, je rigole bien. Je vois comment eux, ils ont dirigé ce pays depuis bientôt 15 ans. Et leur chef dit que malgré tout ce qu'ils font, le pays est en train de sombrer et que toutes les richesses ne sont pas partagées, qu'il manque de l'eau. Mais eux-mêmes, ils font un constat d'un échec patent. Je me permets de lui dire que en dehors des 14 présidents et premier responsable de la C14, il y a d'autres compétences. Moi, si demain je choisis de me battre pour être président de la République, je suis sûr que je ferai mieux que M. Fogna Sibé et son équipe actuelle. Cette semaine, votre parti, l'ANC, a eu 8 ans. Je ne sais pas si vous avez organisé des festivités ou vous avez célébré l'événement. Je ne sais pas. On n'a pas entendu grand-chose venant de Belkamadodo. Est-ce que vous avez célébré? C'est vrai que cette année, nous avons recherché le recueillement plutôt que la célébration, parce que nos populations sont aujourd'hui dans un état d'inquiétude. Nous n'avons pas le cœur à la fête. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi tout simplement des prières. Nous avons commandé des messes, des prières chez les cultes et des prières chez les musulmans. Et nous nous sommes cantonnés à cela. Il y a un discours du président qu'on va mettre en ligne très prochainement. Et ça s'arrête là. Bon, on aura d'autres moments pour faire la fête. Aujourd'hui, notre pays est en crise. Nous avons le devoir de nous associer à la souffrance du peuple togolais. Et puis, nous pouvons très difficilement faire cette fête-là quand on sait que l'un des nôtres, le président Habia, qui est actuellement dans un état critique au Ghana, suite à une longue grève de la faim. Ça nous préoccupe, tout ça nous préoccupe. Et ça préoccupe au plus haut degré, le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre.
Quand vous célébrez ou bien quand vous observez vos 8 ans et l'actualité de l'ANC, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est que c'est né d'une scission où en fait certains de l'Union des forces de changement sont partis créer l'ANC pour être plus simple. Mais c'est un peu comme si vous n'arrivez pas à vous quitter, puisque l'actualité offre encore aujourd'hui une confrontation entre l'Alliance nationale pour le changement et l'Union des forces de changement. Je parle de l'actualité au niveau de la CENI. Est-ce que vous comprenez cet amour ou ce désamour entre vous? Je suis désolé, monsieur Athiobé, vous avez une mauvaise lecture de la situation. Il n'y a aucun problème entre l'ANC et l'UFC aujourd'hui. Il n'y a pas une question de règlement de compte, c'est ce que certains disent. Monsieur Athiobé, je vous assure, en tant que l'un des tout premiers conseillers de monsieur Fabre, membre de la C14, je vous garantis qu'il n'y a aucun problème entre l'UFC et l'ANC. S'il y a un problème, il y a un problème entre l'UFC et le RPT uni au sein de la CENI. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand M. Boukessi dit que M. Romao de l'UFC ne peut pas quitter la CENI parce qu'il aurait prêté serment auprès de la Cour constitutionnelle, je lui ai rappelé que les nôtres ont été renvoyés manu militari de la CENI en 2015 par le président de la CENI. Pourtant, ces hommes avaient prêté serment, avaient été désignés par l'Assemblée nationale et prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Et qu'en ce moment-là, M. Boukessi n'avait rien trouvé à redire. Le président de la Cour constitutionnelle n'a pas été interpellé par cette violation manifeste de la loi. Et ça n'a pas interpellé non plus le président de l'Assemblée nationale qui les a désignés. Donc, vous savez, tout ça là, c'est de la petite cuisine entre le RPT et l'UFC pour retarder l'arrivée des représentants de la C14 au sein de la CENI. Et ils sont en train de gagner du temps pour terminer les recensements frauduleux avant de régler ce problème-là. Personne n'est dupe. Il suffit d'ouvrir les oreilles, d'ouvrir les yeux pour se rendre compte que c'est un arrangement entre eux. Mais dites-moi, monsieur Athiobé, moi, Éric Dupuis, je ne pourrais pas vous demander de faire un cadeau à un de mes amis. Ça ne se fait pas. Si je dois faire un cadeau à mes amis, c'est à moi de faire le cadeau. Je ne peux pas vous demander d'aller faire un cadeau à un ami de ma part. Non, mais ça peut arriver. Alors, vous permettez... Si je n'avais pas assez de moyens. Non, soyons sérieux. Alors, si le RPT Unir veut faire un cadeau à l'UFC, il lui appartient de le faire et non demander à la coalition des 14 partis politiques de l'opposition de le faire à sa place. Mais justement, en refusant de quitter la CENI, est-ce que quelque part l'Union des forces de changement ne fait pas de mal à la coalition et notamment à l'ANC? Pas du tout, oh là là. La preuve, vous n'arrivez pas à rentrer à la CENI. Mais c'est très bien. Vous savez, lors de la dernière discussion que nous avons eue au comité de suivi, le RPT Unir, on en a discuté et il était clair que quand on a parlé, et d'ailleurs c'est le ministre Thibaut Camara qui l'a dit, il a dit, quand on parle, parce qu'ils ont parlé de 8-8 paritaire, une CENI paritaire, 8-8, et là, je me souviens très bien, dans la rédaction finale, M. Bahora a dit, attention, pour nous, nos 8 ne seront pas remplacés. C'est pour ça qu'il faut noter remplacer ou maintenir. Et c'est ce qui a été dit dans le remplacer ou maintenir. C'est une proposition de M. Bahora qui a été adoptée. Et en ce moment-là, le ministre Thibaut Camara a dit, quand nous parlons
de l'opposition, il est entendu que nous parlons de la coalition des 14 partis politiques. C'était clair devant eux et personne n'a réfuté cela. Alors, je ne sais pas de quoi ils parlent aujourd'hui. Et pour terminer, M. Athiobé, cette situation ne doit pas interpeller l'ANC. Elle doit interpeller la CEDEAO. Parce que la CEDEAO doit se rendre compte que tout ce que le RPT UNIR est en train de faire, c'est un manque de volonté de respecter les recommandations de la CEDEAO. Vous savez une chose, je vais vous dire une chose. C'est la CEDEAO qui a prévu, tout à l'heure vous l'aviez dit, qui a recommandé les élections pour le 20 décembre 2018. Il a demandé une élection des législatives transparente et équitable. Avant cela, la CEDEAO a demandé le renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Ça date de 31 juillet. C'est dans la feuille de route. Aujourd'hui, le RPT UNIR fait tout pour ne pas respecter le point 38D de cette recommandation. Et puis, le 27 juin 2018, un mois avant la feuille de route, lors des discussions à Lomé, communiqué final de la CEDEAO, il y avait le président Nana Addo et le président Alpha Condé. Et l'une des conclusions, c'est ceci, je vais vous en donner lecture. Durant cette période, les préparatifs des élections restent suspendus, étant entendu qu'il est souhaitable que ces élections se tiennent avant fin novembre 2018. Ah, c'était le 27 juin. Un mois avant. Mais la situation a évolué depuis. Non mais. Donc, logiquement, ça devait être suspendu. Or... Mais ça a été suspendu et ça a repris par la suite, n'est-ce pas? Non, mais monsieur, c'est curieux que vous me disiez cela. Parce que, comment se fait-il que, dès le lendemain, c'est-à-dire un mois après, la CENI nous dise, mais tout le chronogramme a été fait, nous sommes déjà prêts pour aller aux élections. Quand est-ce qu'ils ont eu le temps de tout faire s'ils n'ont pas fait avant? La question que les Togolais ne comprennent pas, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses venant des rangs de l'opposition, notamment de la C14, beaucoup de choses également venant des rangs du pouvoir, mais on entend très peu, ou presque pas la CEDEAO. Et comment est-ce que vous interprétez justement ce silence-là? Moi, je n'interprète rien. Moi, je constate les choses réellement. À vouloir toujours interpréter, on se fait trop de cinéma. Nous disons que aujourd'hui les acteurs sur le terrain, c'est la C14, je parle de l'opposition, et bien entendu les populations togolaises. C'est nous qui sommes concernés. C'est celui qui a la plaie, qui sent les douleurs. On ne va pas demander aux autres, à l'infirmière qui vient vous mettre du mercurochrome ou de l'eau distillée sur la plaie, de l'eau oxygénée sur la plaie, de sentir à votre place. C'est vous qui sentez la douleur, c'est vous qui savez ce que vous avez. Donc, vous êtes en train de dire que les Togolais doivent se trouver eux-mêmes leur solution. Bien sûr, ensemble avec l'opposition. C'est ce que nous demandons, parce que où est-ce que nous étions avant que Fonia Sidbé soit allé dans les pays voisins pour supplier la CEDEAO d'intervenir à travers une médiation. Nous étions dans la rue. S'ils ne veulent pas respecter les engagements pris, eh bien, ce n'est pas plus difficile. Nous allons retourner dans la rue et nous allons manifester jusqu'à ce que ce régime ouvre des discussions sérieuses et que l'alternance politique soit une réalité. Vous savez, pourquoi nous étions dans les rues? Nous étions dans les rues pour les réformes. Pour les réformes. D'abord institutionnelles, constitutionnelles et électorales. Aujourd'hui, rien de tout cela n'est fait et on veut nous amener à des élections. Est-ce qu'on va être éternellement dans les rues?
Ben, vous savez, il y en a qui sont restés dans les rues pendant des années. Hein. Mais quand on veut quelque chose, il faut se battre pour l'avoir. Moi, à mon âge, je continue à me battre. J'ai passé une bonne partie de ma vie à me battre pour l'alternance politique au Togo. Je continuerai à le faire jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça la conviction aussi. Ce que les Togolais veulent comprendre aussi, le comité de suivi s'est réuni ici avec la coalition et le pouvoir le 23 septembre dernier. Est-ce qu'une prochaine réunion est en vue? Il y a une prochaine réunion qui est en vue. Bon, je ne voudrais pas en parler pour l'instant parce que ça dépendra de la disponibilité des deux principaux facilitateurs. Hein. Bon, on verra. Je préfère ne pas annoncer des choses qui ne sont pas encore formelles. Mais visiblement, tout est flou, notamment dans ma tête, sans doute également dans la tête de bon nombre de Togolais. Parce que là, on est en face d'une situation, le pouvoir qui vient de faire le recensement dans la zone numéro 1, qui va entamer le recensement dans la zone numéro 2, la CEDEAO, qui, visiblement, je ne sais pas si elle accompagne le processus ou pas, vous dénoncez ce processus-là et les Togolais ne comprennent pas. Si aujourd'hui il y a une économie à faire en termes d'engagement financier, en termes d'engagement humain, est-ce qu'il ne faudrait pas faire cette économie-là maintenant? Monsieur Atiobé, moi je ne vous comprends pas. J'ai du mal à vous comprendre. Nous sommes en face d'un régime qui n'a pour objectif que de tout faire pour se maintenir en place. Je vous ai dit que c'est la fraude, c'est la violence, c'est des hold-up électoraux qui sont les éléments de base, de soutien, de conservation de ce régime depuis des années. C'est une évidence pour tout Togolais. Maintenant, à votre question, je vais vous dire, qui sont les protagonistes de cette crise? Qui sont ceux qui sont en train de discuter au sein du comité de suivi? C'est d'un côté le RPT Uni et de l'autre la C14. Ce sont les deux protagonistes de la crise. Et quand les chefs d'État de la CEDEAO ont pris sur eux le 31 juillet dernier de nous dresser une feuille de route et qui devrait aboutir à des élections en décembre prochain, c'est parce que ils pensent que ces élections vont permettre de résoudre, en quelque sorte, cette crise-là. C'est ça l'objectif. Ils n'ont pas dit de faire des élections juste pour faire des élections. C'est dans l'objectif de la résolution de la crise qui mine ce pays et qui a fait courir M. Fogna Sibé jusqu'à eux pour qu'ils interviennent. Aujourd'hui, la C14 appelle au boycott de ce recensement parce que je vous ai donné la lecture tout à l'heure du point 38D de la feuille de route. Nous ne sommes pas aujourd'hui à la CENI, nous ne sommes pas dans les CELI, nous ne sommes pas dans les CLC. Pourtant, nous avons respecté la recommandation de la dernière réunion du comité de suivi et le 30 septembre, nous avions fourni nos 8 membres. Mais le RPT Unir et son ami UFC font blocage pour que nous n'y rentrons pas. Nous disons dans ces conditions-là, nous appelons au boycott de ce recensement qui ne peut pas être transparent. Je termine, s'il vous plaît. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que nous, responsables de ces partis politiques, nous ne sommes pas inscrits sur ce fichier électoral. Et vous savez très bien, M. Atiobé, que si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas être candidat. On est d'accord? Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne pourrez pas être candidat. Oui, je le sais. Donc, ça veut dire que ces consultations électorales de décembre 2020, si de décembre 2018, si elles tiennent, ben, ce sera juste avec le RPT Unir seulement, en ce qui concerne les partis IES qui discutent au sein du comité de suivi. C'est ce que je disais tantôt, peut-être que, je ne sais pas si vous avez dit que vous ne m'avez pas compris, si le 20 décembre, le pouvoir organise les élections sans vous, éventuellement, cela suppose... Mais ne me dites pas éventuellement, puisque aujourd'hui je ne suis pas inscrit.
Je ne sais pas. À partir du moment... Personne ne sait ce qui va se passer d'ici le 20. Ah ben voilà. Je dis éventuellement. Voilà, donc ça veut dire que le cheminement actuel n'est pas totalement crédible pour vous aussi. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Non plus. Si par exemple d'ici le 20, le pouvoir arrive à organiser des élections et que vous ne participez pas à ces élections, cela suppose qu'on reste dans la crise. Bien sûr. Mais à qui profite justement le fait de rester dans cette crise? Il faut inviter M. Bahara, M. Boukpessi et M. Yar qui vont vous les expliquer. Puisque ce sont eux qui font tout pour ce blocage-là. Si nous, on devait faire un blocage, nous n'aurions pas envoyé nos 8 représentants à la CENI. Soyons logiques. Qui sont ceux qui font des blocages pour que les 8 n'y aillent pas? Aujourd'hui, c'est clair que les 8 ne sont pas encore à la CENI et vous avez appelé au boycott dans la zone numéro 1. Je ne sais pas le bilan que vous faites de cet appel au boycott. Il semble que bon nombre de Togolais se soient inscrits dans cette zone-là. Non, moi je ne mesure... On n'a pas fait le boycott pour mesurer le taux de réussite. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire comprendre que ce recensement est bidon, n'aboutira à rien de sérieux. Et que nous, responsables de la C14, nous ne nous inscrirons pas dans cette logique-là. Et à partir de ce moment-là, nous ne nous inscrirons pas. Ça veut dire que nous ne sommes pas aujourd'hui dans la dynamique d'une quelconque élection législative en décembre 2018. Est-ce que vous appelez aussi au boycott dans la zone numéro 2? Bien sûr. Nous avons envoyé des messages, nous avons envoyé des messagers hier sur les 18 préfectures qui restent. Donc des gens sont partis d'ici avec des messages clairs, avec des tracts pour les 18 préfectures qui vont commencer à se faire recenser à partir du mercredi 17 octobre prochain. Je disais tantôt que le dimanche 23 septembre dernier, quand vous êtes réunis à l'hôtel de février à Lomé, et qu'à la fin, un communiqué sanctionnant les discussions avait fait part de ce que la CENI va être recomposée à raison de 8-8. Il y avait un vent de soulagement qui a soufflé dans plusieurs milieux au Togo. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, on se pose la question si c'est véritablement les acteurs politiques qui sont les problèmes du Togo. Beaucoup pensent que, en n'arrivant pas à vous entendre réellement, que ce soit les opposants ou les acteurs du pouvoir, vous êtes des problèmes. Votre question me semble bizarre. Les hommes politiques... Depuis le début de cette émission, je pose une question bizarre. Monsieur Atchobé, vous êtes un intellectuel. Dire que les hommes politiques sont des problèmes dans un pays, c'est... Qu'est-ce que vous suggérez? Une plutocratie, c'est-à-dire le peuple qui dirige sans hommes politiques? Ou alors une dictature, c'est-à-dire qu'on supprime toute opposition et on laisse la famille incibée continuer. Et dans ce cas-là, créons un empire, plutôt que de parler d'un pays démocratique. Donc c'est la première fois que vous entendez ce type de questions? Oui, c'est la première fois. C'est tout à fait la première fois et je suis surpris que cette question puisse être posée par quelqu'un que j'estime un intellectuel de votre niveau. Ah, ok, en fait, je ne suis pas le premier à poser ce type de questions. D'autres intellectuels. Non, mais parce que quand on demande... que moi, l'ont posé. Ils ont fait le constat. Ils ont fait. C'est trop facile. C'est trop facile de tout remettre sur le dos des hommes politiques. Vous savez que le Togo n'a pas connu d'alternance politique depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est la faute au peuple togolais? Si par exemple il y a autant de difficultés entre les acteurs politiques à s'entendre et à faire avancer le pays. J'aimerais que vous me posiez la question autrement, à savoir, est-ce que c'est la faute du régime, le seul régime qui a régenté ce pays depuis 55 ans? La question aussi peut être posée de cette manière-là, au lieu de parler des hommes politiques de l'opposition et du peuple. Ceux qui... Je ne vais pas parler des hommes politiques de l'opposition. Ceux qui accaparent le... Vous êtes libre de répondre à la question. Non, mais moi je vous réponds. Quand je parle d'acteurs politiques ou des hommes politiques... Quand il y a une minorité qui accapare ce régime depuis tant d'années, est-ce que ce n'est pas un problème? Quand il y a des individus qui tuent, qui font tout pour maintenir ce pouvoir-là, est-ce que ce n'est pas un problème? C'est un problème. C'est un problème majeur. Oui, c'est un problème. Et quand des hommes se battent les mains nues pour essayer d'obtenir ce qui est la règle dans tous les pays démocratiques du monde, on dit que ce sont les problèmes dans leur pays. J'ai du mal à le comprendre. Est-ce que ce n'est pas aussi difficile Quand vous vous battez, par exemple, pour la liberté
Vous, journalistes, tout à l'heure, vous me demandez, est-ce que c'est normal de porter plainte contre un journaliste? Quand vous parlez, vous battez pour le journalisme, est-ce qu'on peut dire est-ce que vous n'êtes pas le problème du journalisme au Togo? Est-ce qu'on peut vous dire ça? Éric Dupuy, par exemple, ça fait bientôt 30 ans que le problème du Togo est posé. Ah non, ça fait 50 ans que le problème, 50 ans. Que le problème est posé. Vous savez ce que le ministre Christian Tribon disait ici il n'y a pas très longtemps? Oui, vous allez me dire. Que ceux qui sont au pouvoir, ils font tout pour être au pouvoir. Ceux qui sont dans l'opposition, c'est à eux de tout faire également pour arriver. Mais il est allé plus loin en disant il est allé plus loin en disant qu'on n'a qu'à aller prendre des armes. Ça, ce n'est pas du tout démocratique, ce n'est pas du tout normal de la part d'un ministre. Ils veulent quoi, la guerre? Parce qu'ils se disent, nous avons les armes, nous avons l'armée, nous avons la gendarmerie, nous pouvons les tuer à merci. Ce n'est pas une logique. Ce n'est pas une logique démocratique. Nous disons que ceux qui sont au pouvoir n'ont qu'à se battre pour rester au pouvoir. Que l'opposition se batte pour prendre leur place, mais à armes égales. C'est-à-dire qu'à travers des élections claires, transparentes et équitables. Ce n'est pas plus simple que ça. C'est ce qu'on fait dans les pays civilisés. On n'utilise pas la prison pour réduire au silence ses adversaires. On n'utilise pas les armes pour réduire au silence ses adversaires. Bien, merci. C'est ça la réalité. Bien, merci. Nous allons permettre aux auditeurs dans un instant de participer à l'émission. Finalement, pour vous, le problème tel que, en fait, vous l'avez compris, ma question, en fait, puisque vous avez entendu pour la première fois, c'est les gens qui sont au pouvoir qui sont en réalité les problèmes. Bien sûr, parce que c'est-à-dire que la façon, les moyens utilisés pour se maintenir au pouvoir, c'est d'un autre siècle. Aujourd'hui, ça n'existe que en Corée du Nord. Ça n'existe plus nulle part ailleurs. Quand vous voyez au Ghana, ici, il y a eu alternance politique plusieurs fois, au Bénin, au Burkina Faso, ainsi de suite. Pourquoi diantre nous, on se refuse à une alternance politique? Bien, merci. Je rappelle nos numéros pour que les auditeurs puissent participer à l'émission. 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Le premier auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. On vous appelle comment? Pardon, c'est Yoshua depuis Zanguera. Yoshua? Zanguera. Yoshua depuis Zanguera. Oui, moi, mon inquiétude, ça concerne l'inscription sur la liste électorale, quoi. Oui. Franchement, dans la zone de Zanguera, bon, je ne dirais pas que les gens n'ont pas suivi le nom de groupe, mais les gens qui avaient la envie d'aller s'inscrire, ils ne se sont pas inscrits, ils sont plus nombreux que ceux qui ne sont pas, ceux qui sont inscrits sur la liste. Maintenant, j'aimerais demander à votre invité, moi, parfois, j'ai quitté de ce pays. Est-ce que c'est fait sciemment? Parce que moi, on fait une élection dans ce pays, puis moi, je n'aurai pas l'occasion de voter. Est-ce que c'est bon ça? C'est moi qui ai envie de voter. Et je sais aussi que tôt ou tard, on va encore reprendre l'inscription. Mais la fois que j'étais parti pour m'inscrire, ou que je ne sois pas pris par l'embouteillage les jours à venir, voilà que nous étions là, et puis les Européens nous ont renvoyé disant que bientôt, la CENI va encore convoquer les gens, mais jusqu'aujourd'hui, on va se faire pour la deuxième. Yoshua, on a compris le fond de votre intervention. Nous allons permettre à notre invité, il va réagir. Je n'ai pas bien compris. Mais en fait, il a dit qu'ils se sont déplacés pour se faire inscrire. Ils n'ont pas eu cette opportunité-là parce que, oui, peut-être faute de temps. Et vous savez également que le matériel par endroit a eu des difficultés. Il a pitié de notre pays. En fait, c'est un peu ça sa conclusion. Mais, ça conforte ce que nous disons. Nous disons que ce recensement est fait dans la précipitation et dans l'inorganisation totale. Tout est fait pour pouvoir frauder un maximum. Et je dis à ceux qui malheureusement sont allés s'inscrire, se faire recenser, que si demain l'opposition, la C14, est absente des consultations électorales de décembre et que ces personnes décident de s'abstenir d'aller voter, qu'ils sachent que leurs cartes d'électeurs iront voter à leur place sans eux. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pierre. Oui, on vous appelle comment? C'est Taufik. Ok, allez-y. Les gens sont maintenus en prison depuis le 19 août 2018
2017 plutôt par le gouvernement IFC et CNE. Et ce qui est drôle, IFC dit au même moment qu'il est encore de... Alors que ceux qui sont encore en prison sont maintenus par leur gouvernement. Pourquoi les gens se comportent comme ça dans ce pays de Togo? Et en ce qui concerne la CNE, en 2015, on a passé les représentants du candidat de l'opposition à la CNE avant de proclamer les résultats. Alors que tous les gens qui ont passé ces gens-là ont tous passé à l'Assemblée nationale. Pourquoi eux, ils ont le pouvoir de renvoyer les gens? Et maintenant, aujourd'hui, l'UFC dit que c'est pas démission, ils sont en train de dire, c'est pas la loi, ils sont en train de défendre leur perspective que la loi, ceux qui doivent démissionner, quoi là. Et le représentant de l'UFC est toujours là-bas. Et monsieur Pierre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous rediffuser ou bien ce que le comité de suivi là, leur communauté là, ce qu'ils ont dit, est-ce que vous pouvez nous passer ce communiqué? Parce que ce communiqué aussi, il a dit beaucoup de choses, mais on nous interprète ça de... Oui, en fait, le communiqué, je ne sais pas quelle partie du communiqué, puisque c'est le communiqué, il est long. Allô? Le communiqué, il est long. Je ne sais pas quelle partie du communiqué vous voulez qu'on diffuse. En tout cas, je vais donner la possibilité à notre invité, il va réagir. Oui, je ne sais pas d'abord de quel communiqué vous parlez, et puis quelle est la partie du communiqué. Je ne sais pas, peut-être le dernier communiqué. Maintenant, en ce qui concerne le problème de nos prisonniers, sachez que nous continuons toujours à nous battre pour la libération de tous ceux qui sont indûment détenus en prison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que M. Rabia a choisi sa protestation par la grève de la faim. Et il faut saluer son courage et sa détermination, et en priant pour que sa vie ne soit pas en danger, parce que c'est un choix difficile. Hein. C'est un père de famille, et une grève de la faim aussi longue n'est jamais sans séquelles. Hein. Donc il faut qu'on prie pour lui, pour qu'il s'en sorte et qu'il nous rejoigne très rapidement. Maintenant, à savoir si tel parti est de l'opposition ou pas, là c'est un problème qui ne nous concerne pas. Nous ne voudrions même pas en débattre. Ce que nous disons, c'est que on peut difficilement être au gouvernement, travailler avec le gouvernement la main dans la main, avoir des ministres et s'opposer à ce gouvernement. Une opposition, c'est quoi? C'est s'opposer à l'action gouvernementale. Vous ne pouvez pas être dedans et s'opposer. Si vous voulez vous opposer à l'action gouvernementale, vous quittez le gouvernement. Tout le monde dit que la loi le permet. La loi portant statut de l'opposition dit qu'il suffit qu'un parti politique, quel qu'il soit, déclare à l'Assemblée nationale qu'il est de l'opposition. Ça veut dire que même le RPT Unir peut demain déclarer qu'il est de l'opposition, et cela sera entendu comme ça. Est-ce que vous trouvez cela normal? Mais en fait, vous savez ce que les gens répondent à cette intervention, cet extrait que vous venez de proposer. Certains estiment que cette loi, oui, vous en bénéficiez avec le titre de chef de file de l'opposition. C'est absurde. Nous avons toujours critiqué cette loi, nous n'avons même pas voté, nous n'étions pas à l'Assemblée nationale quand cela a été voté. Est-ce qu'il peut arriver que... Et écoutez-moi bien, cette loi a été faite pour un parti politique donné. Malheureusement, aux législatives de 2013, ce parti politique n'a pas obtenu autant de députés que pensait l'Unir de l'époque. Donc arrêtons ce débat du rat des pâquerettes. Hein. Il faut évoluer. Jean-Pierre n'a jamais fait de la politique. Jean-Pierre Fabre n'a jamais fait la politique pour devenir chef de file de l'opposition. Est-ce que par exemple... Ce n'est pas son ambition, raison pour laquelle d'ailleurs, vous le voyez, il ne circule pas en voiture
de gouvernement, il n'a pas de chauffeur, il n'a pas de bureau, il n'a pas de secrétariat payé par l'État. Donc on va pas... Est-ce qu'il profite de quelque chose lié à ce statut de l'opposition? Parce que ça aussi fait débat ce dimanche, dans certains groupes WhatsApp par exemple. Mais, vous savez, on va prendre un exemple. Il a un statut qui lui permet d'avoir des entrées, de rencontrer certaines personnalités, d'avoir une position politique. Ben, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas lui qui a fait la loi. On dit qu'une loi doit être impersonnelle, doit être générale et impersonnelle. Demain... Donc vous comprenez finalement pourquoi l'Union des forces de changement également se saisit ou se prévaut de cette loi-là. Mais moi je ne rentre même pas dedans. Je dis, si vous donnez ce raisonnement-là, M. Adjoubé, il faudrait accepter que unir demain à l'Assemblée nationale dise je suis de l'opposition et comme ça il n'y aura plus de parti, il n'y aura plus, on ne va plus s'opposer à qui que ce soit. Unir peut être dans l'opposition, mais pour s'opposer à qui? On va prendre le troisième auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Pélé. Oui, Pélé, vous êtes en direct. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bon, concernant le chef de file de l'opposition, c'est ça qui pose actuellement le problème, être dans le gouvernement et être opposant. Bon, est-ce que M. Jean-Pierre Favre, parce qu'on est en train de vous poser la question, son droit et devoir, est-ce qu'il gagne? Est-ce qu'il est salarié? Est-ce qu'il est payé par l'État? Parce que c'est une institution. Bon, la question qui me préoccupe souvent, c'est dans le répertoire de M. Jean-Pierre Favre, il y a un discours, et je voudrais savoir si ce discours est encore d'actualité. Nous sommes ensemble pour gagner quelque chose. Après avoir gagné la chose, celui qui veut aller voter pour Tata n'a qu'à aller voter pour Tata. Celui qui veut aller voter pour Kodio n'a qu'à aller voter pour Kodio. Celui qui veut aller voter pour Ici n'a qu'à aller voter pour Ici. Est-ce que ce discours, à l'heure où nous parlons, si vous avez reçu ce que vous voulez, est-ce que ce discours est encore d'actualité? Merci. Je n'ai pas très bien compris le raisonnement de ce monsieur, parce que... Il s'appelle Pélé. Monsieur Pélé, il doit savoir que monsieur Fabre a dit cela dans un contexte bien donné. C'est au niveau de la coalition des 14 partis politiques. Quand on a décidé, d'ailleurs, c'est toujours difficile de répéter tout le temps les mêmes choses, parce que tout ça là, j'ai eu à l'expliquer ici à maintes reprises. Avant, il y avait CAP 2015. On était 5 partis politiques qui travaillions ensemble et les 5 partis avaient soutenu la candidature de Jean-Pierre Favre à la présidentielle de 2015. Puis nous avons entrepris des contacts avec le G6, les 6 partis politiques de l'opposition, et on était 11 à travailler ensemble. Et on avait projeté de faire de grandes manifestations à partir du 3 septembre à Lomé. Puis est arrivé le mois d'août avec le PNP. Et le PNP a fait appel au chef de file de l'opposition, qui était en ce moment-là à Paris. C'est moi qui ai rencontré personnellement les envoyés du PNP, en l'absence de M. Jean-Pierre Favre. Et petit à petit, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour travailler ensemble. De 11, on est passé à 12, puis à 13, puis à 14. Et c'est ça. Et quel était l'objectif? Quelle est la plateforme commune sur laquelle nous nous étions mis d'accord? C'est que nous allons nous battre pour obtenir le retour à la Constitution de 92. Le vote de la diaspora, les réformes institutionnelles et électorales. Rien d'autre. On a signé ce document entre nous. Les 14 partis politiques l'ont signé et en ont copie. Rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que M. Fabre dit, battons-nous pour obtenir le sur quoi nous étions tous d'accord pour nous réunir. Quand nous l'aurions obtenu, maintenant si chacun veut voler de ses propres ailes, il n'y a pas de problème. Si demain on obtient... Donc le discours reste d'actualité. Mais si demain on obtient le retour à la Constitution de 92 avec en aucun cas
si les 14 membres de la coalition veulent présenter un candidat à la présidentielle, s'il n'y a pas d'accord entre nous, mais chacun peut le faire. Bien, merci. Il ne faut pas nous imposer quelque chose qui n'est pas encore débattu, accepté. On peut discuter beaucoup de choses. Maintenant, si la C14 décide de mettre en pot commun d'autres préoccupations, de décider d'autres démarches, mais on le fera personnellement. Bien, merci. Je rappelle nos deux numéros, 96 50 34 37 et puis 10 43 09 70. Quatrième auditeur, allô. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Aïvi. Oui, Aïvi, vous êtes en direct. Voilà, j'aimerais demander à M. Ricky. Il y a un temps, je suis tombé sur une interview de M. Gabriel qui disait que élection ou pas élection, il faut que les gens aillent se résoudre. Bon, je ne sais pas s'il se rappelle de cette interview. Est-ce qu'il peut m'expliquer? Parce que dans ce cas, moi je fais partie de ceux qui disent qu'il n'y aura pas élection au 20 décembre. Et moi, à vrai dire, je suis parti me recenser pour voter un candidat de l'opposition lorsqu'il y aura une élection acceptée par tous. Mais le problème du recensement, le chef de l'opposition même l'a dit, élection ou pas élection, il faut que les gens se recensent. Est-ce que ce n'est pas le contexte actuel pour que les gens se recensent? Deuxième question, le dossier des journalistes, j'aimerais demander à M. Ridupuis que ce n'est pas Finet Kekwabo qui a été le premier à sortir ce dossier. L'intéressé, c'est Abbas Kaboua. Pourquoi il s'empare de Abbas Kaboua et puis s'attaque aux fameux journalistes? Alors, je voudrais dire à M. Lévy que M. Jean-Pierre Fabre ne s'attaque pas à un journaliste. Je ne sais pas si M. Lévy a écouté les propos d'Abbas Kaboua et ceux de M. Firmin Abou. Il faut savoir comparer. M. Abbas Kaboua n'est pas un journaliste. Tout le monde sait ce qu'il raconte et tout le monde sait ce que cela vaut. Un journaliste a un statut donné. Un journaliste inspire confiance, inspire une certaine crédibilité. Donc, la voix d'un journaliste ne peut pas être prise à la légère. C'est pour ça qu'il faut être ferme avec les dérives du journaliste. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, M. Jean-Pierre Fabre aurait dit qu'il faut aller s'inscrire, qu'il y ait des élections ou pas. Alors, j'aurais voulu que M. Lévy nous situe dans le temps. Ce que j'aurais dit dans une circonstance donnée, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, ne serait pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons dit que la façon dont le recensement a été organisé n'est pas satisfaisant et est source de fraude. Nous avons mis les réserves, nous avons appelé, et j'ai dit tout à l'heure, si M. Aïvi a bien compris, a suivi ce que j'ai dit, qu'il était convenu, que j'ai lu même l'article, le point 38D de la CEDEAO qui dit le renforcement du processus électoral, en particulier le fonctionnement effectif, avec une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. Donc cela, c'est le préalable à l'organisation de ce recensement électoral. Cela n'a pas été le cas et nous disons que pour cette raison-là, nous demandons que ces travaux soient repris de manière consensuelle et de manière inclusive. Ce n'est pas le cas, donc nous ne nous présentons pas. Maintenant, M. Aïvi dit que lui, il est allé prendre sa carte dans l'intention de voter pour l'opposition. Du moins l'opposition qui est la nôtre, celle qui concerne les 14 partis politiques de l'opposition, ne s'est pas fait, ces partis ne se sont pas fait recenser, donc ne seront pas candidats s'il advenait que le processus se poursuive jusqu'aux élections le 20 décembre prochain. Et j'attire l'attention de M. Aïvi sur le fait que, avec le système de fraude bien connu au Togo, que M. Aïvi se déplace ou pas, sa carte d'électeur risque fort d'aller voter en son nom. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, le journaliste. Oui, votre nom?
j'aimerais poser une question. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Marc. Marc. Oui. Ok, allez. J'aimerais poser une question à notre invité. Vous venez de lui poser une question, mais sa réponse m'a paru un peu surprenante. Quand vous lui avez posé la question, ça va, si les gens pensent que c'est les politiques qui comptent traîner le pays. Vous voyez aussi que non, c'est une question qui est intégrée. En fait, moi, je pense que c'est une réalité. Quand on dit que non, si on veut mettre en place des réformes, il y a l'opposition qui se trouve le parti pouvoir de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas. Donc, je voudrais dire que non, en fait, si aujourd'hui le Togo est à ce niveau, moi je pense que c'est les politiques qui sont, parce qu'ils en sont les auteurs. Au même moment qu'on parle de, du parti pouvoir se cantonnaire, on a une opposition aussi qui est se cantonnaire. Chaque fois, c'est le même problème, vétérans par ici, par là, tout ça là. Bon, nous, la jeunesse, on est là, on ne comprend pas, tout ça. Donc, moi, je pense qu'ils doivent s'entendre pour régler une phase pour tous les problèmes. Merci. Bien, merci. Alors, j'ai du mal à suivre, mon ami. C'est un jeune, il ne comprend pas. C'est difficile. Non, mais en fait... Non, j'ai bien saisi ce qu'il a dit. Oui, mais vous dites qu'il ne comprend pas. C'est très difficile quand on dit, moi je pense que personne ne détient la vérité. Personne ne détient la vérité. Ni vous, M. Athiobé, ni moi. Hein? Et en politique, personne ne détient la vérité. Chacun essaye, en fonction de son raisonnement, en fonction de plusieurs paramètres, de faire avancer sa barque. Maintenant, aller s'entendre comment? Pourquoi faire? Nous disons, dans l'intérêt de ce jeune homme, nous disons que ça change pour que demain, lui aussi, il peut librement postuler à diriger ce pays demain. Et si les populations togolaises le veulent, pourquoi pas, il sera chef d'État. Mais si la situation telle qu'elle est faite aujourd'hui, que la même personne régente ce pays depuis 55 ans, il n'a aucune chance de devenir, même s'il est membre du APT-UNI, il ne sera jamais président de la République, puisque c'est réservé à un clan, à une famille. Ça, il faut qu'il le comprenne. Maintenant, il faudrait qu'il m'explique quelque chose. Pourquoi nous avons accepté d'aller dialoguer? Pourquoi nous sommes autour d'une table pour dialoguer avec la présence de la facilitation et de la CEDEAO? Mais c'est pour qu'on puisse s'entendre. Mais quand on s'entend sur quelque chose, à savoir la présence de la C14 dans la CENI, et que quand on sort de là-bas, le régime en place refuse de faire le nécessaire pour que les nôtres, dont on leur a donné le nom depuis le 30 septembre, se retrouvent là-bas, comment voulez-vous avancer? Mais est-ce que vous l'avez compris? Puisqu'il a repris un peu ma question. Ma question mais que vous n'avez pas compris. Je ne comprends toujours pas votre question. Parce que de lui, je peux comprendre, mais de vous, je ne comprends pas. En fait, au-delà de moi, il y a d'autres intellectuels. Il y a d'autres intellectuels qui posent la même question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au Togo avec la classe politique du Togo? Puisque là, il a dit quelque chose qui est aussi important. Il y a des gens qui sont là 50 ans au pouvoir, il y a des gens qui sont là également 50 ans dans l'opposition. Est-ce qu'à un moment donné, le peuple n'est pas fondé de se poser des questions sur sa classe politique, puisque dans d'autres pays, il y a des arrangements où il y a des faits qui font que les choses marchent politiquement dans ces pays-là? Il y a des arrangements, je n'ai jamais vu où il y a eu des arrangements pour faire partir une dictature. Hein. Je n'ai jamais vu. Et la question que je dois vous poser, M. Athiobé, comment le peuple burkinabé a pu faire partir M. Blaise Compaoré? Par des arrangements? Il faut qu'on m'explique. Est-ce que c'est de la faute de la classe politique burkinabé? Donc vous comprenez toujours pas. Il faut appeler un chat un chat. Bien, merci. Vous voulez, si je comprends certaines personnes, on reproche à l'opposition de ne pas aller à la soupe. Et il faut arranger les choses, il faut laisser Fonia Sibé là-bas. Personne ne parle de l'opposition, on parle de la classe politique. Ils gouvernent mal, mais ils n'ont qu'à rester là-bas.
Eh bien, dis donc. Ayons un peu d'ambition. Merci. Ayons un minimum d'ambition pour notre pays. Nous allons insérer le 6e auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, on s'appelle comment? Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît. Votre nom? Non, c'est comment? Ok. J'aimerais savoir le pourquoi la facilitation n'arrive pas à arrêter, à dire au président de la CENI, ou à la CENI d'arrêter ce processus-là. Quand vous remarquez que c'est des fraudes, normalement, la CENI et la facilitation qui doit parler à votre nom, ou soit ceux qui vont envoyer venir superviser, quand ils sont dans la CENI, vous remarquer que ce qu'ils sont en train de faire, c'est des fraudes. Et signaler ça au président disons, à la CEDEAO, le président de la CEDEAO. Au cas contraire, vous devrez désigner des gens ou soit aller voir le président de la CEDEAO, l'expliquer comment le processus se fait. Bien, merci. Donc, bien, merci, Kouma. Oui, Merci beaucoup, merci, Kouma. Merci beaucoup, monsieur Kouma. J'ai beaucoup suivi avec beaucoup d'intérêt ce que vous venez de dire. Je partage en partie ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'il est temps que nous allions rencontrer les chefs d'État, les facilitateurs, pour leur situer ce qui se passe exactement dans notre pays. N'ayez crainte, c'est fait. Les discussions sont en cours pour une rencontre prochaine. Tout à l'heure, je disais à M. Athiobé que je ne veux pas donner de date ou d'informations qui ne seraient pas fondées, mais les contacts sont en cours. Et la facilitation est régulièrement tenue informée de ce qui se passe. La dernière déclaration que nous avions faite concernant cette affaire, cette déclaration a été envoyée aux deux facilitateurs ainsi que à la CEDEAO, et les échanges de courrier, nos prises de position sont systématiquement envoyés. Maintenant, dire qu'il faut attendre de la facilitation d'intervenir pour régler le problème à la CENI, pourquoi pas, bon, je n'en sais rien. Si je dois, moi, répondre objectivement à cela, je dirais que c'est plutôt du devoir du peuple togolais de dire qu'il y en a assez. Il faut arrêter ce jeu qui ne peut que aggraver la situation de notre pays. Et je l'ai dit, je le répète, on est venu nous chercher dans la rue pour un dialogue. Si ceux qui sont venus nous chercher dans la rue pour un dialogue se rendent compte qu'ils ne peuvent pas accepter les conditions sérieuses et raisonnables de ce dialogue, ils n'ont qu'à nous laisser retourner dans la rue. Un autre auditeur, allô? Allô? Bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Oui, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, auditeur. Oui, bonjour. C'est Commis. Commis. Oui, directeur. J'ai deux questions pour notre invité. En début d'émission, vous lui avez posé une question. Il a dit que le chef de file a réussi. Bon, à mon avis, non. Au lieu que le chef de file trouve en face de lui des opposants au pouvoir, bizarrement, il trouve plutôt des opposants dans son opposition même. C'est-à-dire les 103 partis qui restent de l'opposition. Et s'il dit qu'il a réussi, pour moi, ça veut dire qu'il a rendu cette opposition en vrai ordre de bataille contre la dictature. Mais ce n'est pas le cas ce jour. Et s'il dit que réellement il a réussi, ce n'est pas l'occasion que le chef de file, même s'il n'a plus des autres avantages en nature et en numéraire, de faire un forum de l'opposition pour que dorénavant,
le dictateur ne trouve plus de faille dans l'opposition pour nous trimballer dans cet ordre-là. C'est la première question. La deuxième question, beaucoup sont allés se recenser par intimidation, par peur, ou par manque d'information. Et je voudrais bien qu'il nous explique quelles sont les incidences favorables et défavorables d'avoir sa carte d'électeur tant qu'un consensus n'est pas encore sur la clinique. Merci. Bon, d'abord, la première phase de l'intervention de monsieur n'est pas une question, c'est des affirmations, c'est son point de vue que je ne partage pas du tout, parce que je ne sais pas ce que ce monsieur fait dans la vie. Peut-être que dans sa vie, il a réussi quelque chose ou il n'a pas réussi. Ce n'est pas à moi d'en juger. Mais moi, je juge que M. Fabre, c'est une réussite. C'est mon avis. Et que ça plaise ou que ça ne plaise pas à monsieur, il doit l'accepter comme tel. Maintenant, s'il a des doutes ou des éléments d'appréciation, ça lui appartient. C'est un citoyen togolais comme tout autre. Et ce n'est pas lui qui a choisi Jean-Pierre Fabre comme chef de file de l'opposition, et ce n'est pas lui qui fait partie. Ce n'est pas lui qui détermine les responsabilités du chef de file de l'opposition conformément à la loi. Donc voilà, vous savez que le chef de file de l'opposition, d'après la loi portant statut de l'opposition, est le chef de l'opposition parlementaire. Donc il ne faut pas peut-être faire trop de discussions là-dessus. C'est son avis que je respecte, même si fondamentalement je ne suis pas d'accord. La deuxième partie de la question. La deuxième partie de la question est un peu... les incidences éventuelles de la possession ou non de la carte d'électeur. Mais je ne vois pas les incidences pour quelqu'un d'avoir une carte d'électeur ou de ne pas avoir une carte d'électeur. Je ne sais pas. Moi, j'ai décidé de ne pas aller me faire enregistrer parce que je dis que le fichier électoral ne permet pas, tel que c'est fait, ne permet pas d'avoir un fichier transparent, équitable et qui puisse aboutir à une concurrence franche, une concurrence électorale franche. C'est tout. Il faudrait qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que la lutte que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas une lutte pour aller à une quelconque élection. Nous nous battons pour que les réformes essentielles soient faites, les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales soient menées dans ce pays de manière à ce que la crise togolaise soit définitivement mise de côté, qu'on règle définitivement les problèmes togolais et que demain, toute consultation électorale, qu'elle soit législative, présidentielle, locale, soit des élections transparentes et acceptables par tous, et que ce ne soit pas des sources de contestation, de fusillade, d'emprisonnement, d'incendie, et qu'on vive en paix dans ce pays. Aujourd'hui, on a l'occasion, avec le concours de la communauté internationale, de régler ce problème qui mine notre pays depuis très longtemps. Notre constitution ne vaut plus rien. Ça a été tellement tripatouillé qu'aujourd'hui, c'est rempli de scories. Quand on prend le code électoral, c'est pareil. Quand on prend le fonctionnement des institutions, toutes les institutions sont aux mains du régime. Il faut qu'on devienne un pays normal, un pays démocratique, un pays d'état de droit où chaque individu ait le même droit. C'est ce que nous disons. Et ce n'est pas difficile. Qu'on ne me parle pas d'élection, de carte d'électeur. Ça, c'est le cheminement. Qu'est-ce que nous voulons? C'est ça qu'il faut, merci. Faut comprendre. Un autre auditeur, allô. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez Brightphone. Allô? Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur. Brightphone. Oui, allez-y. J'aimerais féliciter notre invité pour le travail qu'il embrasse. Donc, ce que je voulais dire, pas trop durer cette lutte. Si réellement
on veut garder cette couleur. Sans vous mentir, ce n'est pas seulement la marche qui va résoudre ce problème. Donc, je vous demande simplement de trouver un autre moyen de lutte pour aboutir à ce que le peuple togolais aspire à avoir. Merci. Bien, merci. Oui, je n'ai pas très bien, Très bien parce que la voix n'est pas très... Oui, moi j'ai compris. En fait, il revient sur l'éternelle question de la marche, ou bien des marches. Au-delà des marches, est-ce qu'il y a d'autres moyens? C'est en réalité le fond de sa question. Mais écoutez, essayons ce qui marche. C'est la marche qui marche. C'est la marche qui marche. Continuons ce qui marche, et puis on verra bien s'il y a d'autres moyens. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que on puisse, je vais me répéter, c'est malheureux, mais c'est comme ça, qu'on puisse trouver un autre moyen. Et ce moyen-là, c'est pour cela que je me bats. Qu'on fasse les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales de manière consensuelle, de manière sérieuse. Et que demain, la voie royale pour la gestion de ce pays, la voie royale pour accéder aux responsabilités de ce pays, soit des élections transparentes, équitables et acceptées par tous. Voilà, à partir du moment où tout ça là est accepté par tout le peuple, en commençant par le peuple de unir, mais il n'y aura plus de problème dans ce pays. Bien sûr, ça n'empêchera pas les syndicats de faire des marches, de protestation et de contestation. C'est la vie de toute démocratie. Mais qu'il n'y ait plus de violence dans ce pays, parce que tous nous aurons compris que l'intérêt du pays est au-dessus de tout et que seules les élections crédibles gouverneraient dorénavant ce pays. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Ok, moi c'est Adodo. Adégué. Adodo. Oui, Adodo, allez. J'aimerais aussi participer et surtout intervenir sur la question que vous posez par rapport à l'opposition qui serait un problème. Non, mais en fait, c'est pas la question. Oui, je voulais donner mon opinion là. Oui, mais en fait, la question, c'est la classe politique. Je parle de la classe politique. Justement, la classe politique. Je parle pas de l'opposition. La classe politique, c'est le pouvoir et l'opposition. Ok, la classe politique, j'accepterai ou bien j'expliquerai dans ce sens. Nous avons une classe politique quand même qui est en train de se renouveler. Je donne l'exemple des partis comme le PNP ou bien le parti de Olympio. Donc on ne peut pas dire totalement que nous avons 50 ans de régime comme 50 ans d'opposition. Parce que dans l'opposition, il y a des renouvellements quand même. Maintenant, de l'autre côté, il y a une partie qui est là, du moment où ils n'ont pas encore atteint leur objectif. C'est normal qu'ils poursuivent leur objectif pour l'atteindre. Donc, je ne vois pas encore de critique là-bas. Maintenant, là où je voudrais attirer votre attention, c'est ceci. L'homme le plus informé ici au Togo, c'est Faure Gnassingbé. Et d'après toutes les informations qu'il a sur ce pays, il a dit que le problème que nous traversons, lui, il a la solution dans son parti à ce problème-là. C'est là où je dis que quelque part, le pouvoir, je le dis, je le répète, n'a pas besoin d'opposition pour faire du bien aux Togolais. Donc si on voit toujours le problème en critiquant l'opposition, je dis que c'est un faux problème et on voit mal la chose. Parce que le réel problème, quand on n'a pas de route, quand on n'a pas de système de santé, ce n'est pas l'opposition qui décide de ça. Bien, merci. Si le gouvernement décide de faire du bien à cette population, l'opposition ne va pas l'en empêcher. On a compris. Ce n'est pas une question, c'est un complément ou un apport à la position. Je voudrais dire que je suis surpris qu'ils retiennent que deux partis, le PNP et le Parti des Togolais, comme des partis nouveaux. L'ANC n'a que 8 ans. Le FDR n'a que peut-être quelques années aussi, donc ce sont des partis nouveaux, ce ne sont pas des partis anciens. Bien, il nous reste encore 4 minutes et nous allons parler un peu d'autres choses, notamment de la francophonie. Je ne sais pas si, comme beaucoup
d'Africains, beaucoup de francophones. Et je ne sais pas si vous avez été vous aussi surpris que ce soit finalement une Rwandaise qui a été élue à Yerevan à la tête de l'organisation, au secrétariat général. Je ne suis pas surpris. D'ailleurs, je suis persuadé que vous-même, en tant qu'observateur de la vie politique internationale, vous n'êtes pas surpris parce que ça fait déjà un moment que le nom de cette dame circulait sur tous les toits et on savait déjà depuis l'année dernière que Madame Jean ne sera pas reconduite à la tête de la francophonie. Vous savez, ces décisions sont prises bien longtemps à l'avance puisqu'il s'agit d'accords géopolitiques entre les chefs d'État de la francophonie avant la grand-messe qui désigne la personne qui a été pressentie comme nouveau responsable d'une organisation internationale aussi importante. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise, on s'y attendait. Le Rwanda, qui n'est plus en odeur de sainteté à une certaine époque avec le français, et curieusement, c'est de ce pays-là que vient la secrétaire générale. Le Rwanda est qualifié également de dictature. Et finalement, Paul Kagame, il se fait visiblement respecter. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire l'analyse? Je ne sais pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé de relations géopolitiques entre les États. Le Rwanda était un pays francophone. Puis, il y a quelque temps, le président rwandais, Paul Kagame, a décidé de faire de son pays un pays anglophone. Et est allé rejoindre même le Commonwealth. Donc c'est peut-être aussi un moyen de la communauté francophone de ramener au bercail l'enfant prodigue. Donc wait and see. Mais il faut aussi regarder la réalité de certaines choses. Vous savez qu'un autre pays, un pays voisin, le Ghana, est en position de pays observateur auprès de la francophonie et que certains pays francophones souhaiteraient vivement que le Ghana rejoigne le groupe des pays francophones. Pourtant, le Ghana n'est pas un pays francophone. Donc tout ça là, c'est de la politique. Il faut essayer de suivre ça de près, d'essayer de comprendre. Je ne sais pas si vous aimez le football. Moi, j'ai été au stade vendredi. Je ne sais pas si il vous arrive de temps en temps d'aller au stade. Moi, j'étais allé regarder le match Togo-Gambie. Est-ce que vous aimez d'abord le football? J'ai pratiqué le football quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup de sport. Le football, le basket, le handball. Et puis, j'ai pratiqué du tennis aussi. Mais je vous avoue que je suis un très mauvais spectateur. Je ne vais pas, je regarde très peu la télé. Vous avez allé dans un stade au Togo? Même en Europe, je ne suis jamais allé parce que ça je me sens mal à l'aise quand je suis dans des tribunes comme ça, au stade. Voir des gens courir, je ne suis pas à l'aise. Et même, je ne peux pas le faire à la télé. Mais visiblement, vous êtes quand même quelqu'un qui est à l'aise dans les masses. Bien sûr, mais quand je suis actif, quand je participe, mais quand je suis là... Mais en fait, dans un stade également, en criant... Non, ce n'est pas ma nature. Vous savez, même les spectacles, le cinéma, je vais rarement au cinéma. Non, mais en fait, au Togo, il n'y a pas aussi beaucoup de salles de cinéma. J'ai vécu longtemps en France et en Europe, même en Amérique. Je préfère un concert, je préfère une pièce de théâtre plutôt que certains environnements qui ne conviennent pas à ma personnalité. Bien, nous allons nous arrêter là, mais puisque je parlais de saison à l'entame de cette émission, la petite saison des pluies, qui visiblement va être une bonne saison, puisqu'on aura du maïs frais, sans doute, bientôt sur le marché. Vous les aimez, les maïs frais? J'aime bien le blifant, j'aime bouilli avec des cacahuètes, avec asie. Oui, j'aime la nature, j'aime tout ce qui est fruit de la nature. Je vous ai dit tout à l'heure, au début de l'émission, que je suis un amoureux de la nature et que j'aime bien les plantes, les fleurs, l'agriculture. Et si je n'avais pas fait une carrière
peut-être bancaire ou économique, j'aurais bien voulu être agriculteur. Dans les prochains jours, sans doute que je me rendrai au village. Mon village, c'est que le logo, je ne sais pas si vous connaissez. Et au retour, je vous amènerai du maïs frais. Oh, avec plaisir. Bien. Merci d'être venu, Éric Dupuis. Je rappelle que vous êtes de l'Alliance nationale pour le changement. Cette émission, elle s'achève. Merci à Venceslas Boga Koudoyo pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. Pyramide FM, la radio qui tutoie.